Et je pense que c'est très très important que les journalistes partent évidemment raconter le monde avec tout ce que ça a d'immédiat et de violent. Mais je pense qu'il y a aussi besoin de venir après et de mettre du sens et de raconter des choses qu'on ne peut pas raconter pendant la guerre parce que c'est pas le moment, et de pouvoir comprendre ce qui s'est réellement passé pendant le conflit, ce qui a pu le déclencher, ce que deviennent ces gens, ce qu'il advient après, peut-être ce qui est en train de germer parce que c'est mal géré, l'après-guerre se passe pas bien, et donc peut-être que c'est le moment aussi d'attirer l'attention de la communauté internationale en disant attention, ça va recommencer. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Je reçois cette semaine Anne Poiré, grande reporter et récipiendaire, il faut bien le dire, c'est un joli mot, du prix Albert Londres en 2007, notamment, et du International Emmy Award pour notre documentaire sur les enfants de Daesh en 2022. Ça fait un beau titre de présentation. Anne, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. Je te reçois aujourd'hui parce que je ne te connaissais pas, j'ai découvert la vidéo en fait de la leçon inaugurale de Sciences Po 2023, où tu es intervenu dans cette nouvelle promo, notamment pour présenter une partie de ton travail et cette société de production que tu as fondée After War. Et donc, on va parler beaucoup aujourd'hui de l'après-guerre, qui est un peu ton grand sujet de prédilection, notamment dans tout ton parcours, qu'on va un peu retracer, si tu le veux bien, avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors, j'ai marqué, tu as un parcours de journaliste classique. Tu vas peut-être me dire que c'est pas vraiment le cas, puisqu'on t'en parle. T'as pas fait une école de journaliste en tant que telle. Alors si, j'ai fait une école de journaliste. La NYU, la New York University, voilà, tu vas pas l'enlever, mais j'ai suivi un master de 2 semestres, enfin un échange en fait. Donc j'ai suivi le master de journalisme de broadcast d'NYU, qui est une des meilleures écoles de journalisme aux États-Unis, mais qui est en effet très peu connue en France. Et ce qui m'a causé beaucoup de soucis en rentrant, parce que les employeurs et dans les rédactions, personne ne la connaissait, donc on pensait que j'étais autodidacte. Voilà, que t'avais pas, alors que justement t'étais passé par là et tu es passé par Sciences Po notamment, d'où le fait qu'il t'ait invité à cette leçon inaugurale. Donc tu t'es rendu pas mal sur les terrains de guerre dès le début de ta carrière. C'est quelque chose que tu as toujours voulu faire? Alors j'avais toujours ce rêve, je pense que c'est quelque chose qui attire les jeunes journalistes. Le reportage de guerre, c'est vraiment les lettres de noblesse, mais de la profession, et il faut un peu en passer par là. Il y a cette fascination pour ce métier, et moi j'étais très très attirée par ces zones, parce que c'est vrai que c'est quand même là que l'histoire s'écrit, dans ce que ça a de plus tragique et de plus douloureux, et que ça. Voilà, il y a ce mélange d'héroïsme, d'adrénaline. Il y a beaucoup de récits comme ça qui bercent moi, qui m'ont beaucoup accompagnée dans mes premières années de terrain et qui m'inspiraient beaucoup. Donc, je pensais que c'est ça que je voulais faire, et je m'approchais dans mes premières années de pratique de ces terrains-là, en faisant déjà, en fait, sans vraiment le savoir, ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que j'avais déjà accompagné un démineur au Kosovo et en Macédoine, j'avais accompagné les actions civilo-militaires de l'armée française en Côte d'Ivoire, et puis je suis tombée dans une rédaction qui était où c'était un peu compliqué d'être une femme, et où on n'envoyait pas, il y avait vraiment ce dogme, on n'envoyait pas les femmes au front. Pourtant, je suis pas si vieille, mais bon, c'était encore, dans cette rédaction, c'était comme ça. Et donc, j'avais cette frustration en plus, parce qu'on m'empêchait on m'empêchait. Alors que tu voulais, tu demandais, on te laissait pas y aller. Et le jour où j'ai eu le prix Albert Londres, nous avons reçu le prix Albert Londres avec Gwen Le Gouil et Fabrice Launay, c'était à Beyrouth. Et donc, aller à Beyrouth, c'était, pour ma génération, c'était encore plus symbolique, parce que c'est là où mon enfance a été bercée par des JT qui s'ouvraient sur Beyrouth. 342e jour nos journalistes sont retenus en otage depuis et puis cette guerre civile qui a déchiré ce pays et qui était une abomination.
et dont la ville porte encore les traces et les marques. Et donc, c'était vraiment très fort pour moi de le recevoir là-bas. Et il se trouve que il y a eu le lendemain de la cérémonie des affrontements qui ont éclaté au nord. Certains de nos confrères, de nos nouveaux amis, qui étaient vraiment pour moi nos héros, quoi, se sont précipités là-bas pour couvrir l'événement. Et c'est vrai que pour moi, il y a eu vraiment un moment où j'ai compris que c'était pas pour moi, en fait, que c'était... On s'apprêtait à y aller et... Une révélation que tu as en chemin vers le conflit. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce moment où je me dis non, on s'apprête à y aller et je dis non, on va rentrer à l'hôtel. C'est pas fait pour moi. Je ne vois pas ma place dans ce moment, dans ce conflit sur lequel je suis très mal renseignée. Je ne sais rien, je ne comprends pas. Je vais être témoin de quelque chose sur lequel je vais pas pouvoir mettre de sens. Et j'ai compris que c'était pas pour moi et que moi j'avais en revanche cet attrait et cette attirance pour ces lieux, pour ces désastres, pour ces vies cette expérience humaine qui est traversée par la guerre, mais que moi j'irai après. Et que après, il y avait des histoires qui n'étaient pas racontées, ou moins en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui y vont sur ces terrains d'après-guerre. Mais moi, que j'en ferais quelque chose d'un peu systématique et que j'essayerais d'en faire une pratique plus... que ce serait ma place. Et donc, depuis cette époque, j'ai fait des films d'abord en m'intéressant à l'ONU, parce que ce sont eux qui ont vraiment conceptualisé cette approche d'abord de peacekeeping, de peace building, et puis de nation building et même de state building. Donc, ils se sont impliqués dans des créations d'États après des guerres. Et nous, on a pu suivre avec Florence Martin-Kessler, que vous avez invitée ici. Live Magazine. Voilà, la première année du Soudan du Sud, parce que à l'issue du traité de paix avec de la guérilla avec le Soudan, il y avait la possibilité de création d'un État. Et donc, en effet, cet État est né en 2011 et nous avons pu l'accompagner dans les premiers mois, dans la première année, comment l'ONU créait cet État. Donc voilà. Et après, j'ai fait des films à la fois sur l'ONU ou sur vraiment des situations de pur post-conflit, en faisant des films à Mossoul, vraiment juste après les combats, ou le devenir. Vous avez parlé du Emmy Award. C'était vraiment un film sur qu'est-ce que deviennent les enfants soldats une fois que la guerre est terminée, qu'est-ce que deviennent les enfants de nos ennemis, en l'occurrence les enfants des familles de Daesh. Mais des sujets qui m'intéressent, c'est aussi comment on fait la paix, comment on juge des crimes de guerre des années après, comment se construit la mémoire d'un conflit. Je fais un film sur le génocide des Nama et des Herero, et la mémoire s'est construite presque un siècle après les événements. Donc voilà, moi c'est vraiment ces sujets. C'est tout ce moment en fait qui peut être parfois très très long. L'après-guerre d'Algérie est encore quelque chose d'extrêmement complexe en France, et donc toujours présent. Beaucoup de choses à raconter. Donc en tout cas pas sur le temps du conflit, et tu as bien compris que c'était pas le moment que toi tu voulais traiter, et on va revenir dessus évidemment, puisque c'est un peu le cœur de ce que tu fais et d'After War. Je reviens sur le parcours. Donc je disais, tu as reçu le prix Albert Londres en 2007, et tu dis donc dans la leçon, je te cite, que ça a été un choc pour toi de recevoir ça, toi qui pensais avoir raté ta carrière. Pourquoi est-ce que, avec le recul, ça m'a un peu marqué? Comment on peut gagner un prix Albert Londres en pensant avoir raté sa carrière? J'étais très jeune. Quand je l'ai eu, j'avais 30 ans. Ça faisait que 7 ans que je travaillais. J'étais passée par cette école américaine en pensant que j'avais fait le meilleur choix, parce que je voulais faire de l'international. Et donc, je pensais qu'en me formant à l'étranger, c'était plutôt un atout. Et effectivement, j'ai vraiment mon entrée dans le milieu a été compliquée par le fait que je n'avais pas fait une école française. Donc les grandes rédactions auxquelles j'aspirais appartenir, tu t'es pris des murs. J'ai pris beaucoup de murs. Et puis après, j'ai donc eu la chance de rentrer dans cette rédaction de C'est dans l'air plusieurs années après, 3-4 ans. Mais c'est vrai que c'était très compliqué, parce que en étant une femme dans cette rédaction, je partais pas sur les bons coups, quoi, parce que t'étais une femme. Parce que c'était très clairement dit à l'époque, donc. C'était assumé, c'était pas. Ouais. Non, le chef était très clair avec ça. Voilà, une femme va pas au front, donc c'était. Ça a changé?
Dans cette rédaction, oui, je l'espère, mais en tout cas, le red chef est plus le même. Puis les mentalités évoluent. Enfin bon, c'est un long... Bref, et donc c'est vrai que quand je rongeais vraiment... Enfin, j'avais l'impression d'avoir fait tous les mauvais choix, de ne pas avoir fait une école française, de ne pas être dans la bonne rédaction, de ne pas être un homme, ça tu pouvais rien. Ouais, non. Mais voilà, c'était un des moments c'était pas fastoche, quoi. Donc c'est vrai que ça a été... Ça paraissait en plus presque mythique, ce prix, ça paraissait lointain. Et puis voilà, tout d'un coup, d'être sélectionné et de l'avoir, c'était incroyable, quoi. Et de rencontrer aussi les autres lauréats qui étaient vraiment des semi-héros pour moi, c'était vraiment très fort. Et qui devenaient d'un coup tes pairs au même niveau, ça change tout, j'imagine, dans une carrière? Ça change, c'est une très belle carte de visite. Après... Comment vendre des films, c'est très compliqué, très long. On va en parler du financement, justement, derrière. C'est pas forcément, c'est pas ça qui change la donne, mais c'est vrai que les gens, en tout cas dans la première année, ont envie de vous rencontrer. Donc, c'était une énorme coup de pouce. Ça ouvre énormément de portes. Bon. Et juste pour revenir sur NYU, donc New York University, sans généraliser, est-ce qu'il y a un traitement des zones de conflit qui est différent entre les médias français et les médias anglo-saxons? Alors, c'était il y a quelques années, évidemment. Peut-être que maintenant, tout ça a un peu changé. Mais est-ce que toi, tu voyais des vraies différences de traitement? Alors, c'est compliqué parce que j'ai pas travaillé aux États-Unis. J'ai fait cette école et je suis rentrée. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai récemment travaillé pour PBS et Frontline, qui est vraiment l'émission de référence américaine de la télévision publique, avec vraiment une émission journalistique d'extrêmement haut niveau avec des exigences énormes. Et ce qui est quelque chose qui n'existe pas en France. Donc, c'est pas vraiment de l'ordre du traitement des conflits, mais c'est leur manière de travailler, c'est le fact-checking. Ça, ils ont une exigence et des moyens pour le mettre en œuvre, parce qu'il ne suffit pas de dire voilà, il faut avoir le staff pour pouvoir vous challenger sur à peu près chaque phrase et faire leurs propres recherches pour confronter ce qu'ils trouvent à ce que vous avez trouvé, qui est extrêmement challengeant et qui est formidable, parce que c'est vrai que ça donne... c'est une exigence extraordinaire, c'est formidable. Ouais, le fact-checking, ça vient quand même maintenant en France. Mais c'est une question de moyens. C'est une question de moyens. Parce que pour le faire sérieusement, des fois en live, etc., c'est des grosses ressources. Et il faut avoir des gens qui passent derrière. Donc il faut avoir cette ressource-là. Il faut avoir des ressources. Voilà. Donc il faut que ce soit rentable, exactement. On revient sur After War. Comment le projet est né? Alors, on l'imagine bien, mais c'est assez récent, la création d'After War. C'est une maison de production. Voilà. C'est une maison de production, absolument, qui part du fait que moi, je fais 15 ans que je m'intéresse à ces sujets, et que donc jusqu'à présent, mon travail était réalisé dans différentes maisons de production avec lesquelles j'ai d'excellentes relations. C'était pas du tout l'idée de mettre en question ce lien. Et d'ailleurs, je compte continuer à travailler et j'espère pouvoir coproduire mes films avec ces mêmes maisons. Mais l'idée était de rassembler mon travail quelque part et de pouvoir aussi faire un peu plus que des films, c'est-à-dire de pouvoir aller au-delà, de créer des liens avec des universités, avec des chercheurs qui travaillent sur le post-conflit, mais surtout de pouvoir créer et produire des formats courts qui seraient des produits dérivés des films, mais qui seraient réalisés cette fois par les journalistes locaux et les fixeurs avec lesquels je travaille dans ces pays-là, qui seraient donc leur vision. Pas des montages courts, des longs que tu fais, mais autour de la même histoire. Qui seraient à partir des mêmes rushs, du même travail qu'on aurait construit ensemble, puisque je vais travailler avec ces fixeurs tout au long de la création des films, mais qui seraient leur vision. Donc ce sera pas complètement différent, puisque ce sera la matière, mais ce sera pour que eux puissent faire des cours qui seront satisfaisants pour eux. Il faut qu'on ait beaucoup discuté pendant la réalisation. Donc, il y a une forme de co-construction de ces films. Et l'idée, c'est que ces formats courts seront diffusés avec des médias partenaires dans les pays où je vais travailler pour film après film, où sont rarement diffusés les films que je fais, parce que c'est une industrie, un écosystème qui n'est pas forcément... celui des pays dans lesquels on travaille, mais qui pourrait avoir un écho et qui aurait un impact sur place aussi. Les fixeurs sont souvent des gens des médias, des journalistes. Tu dis en fait le point de vue du fixeur, que c'est eux qui vont faire le montage. Ils sont, c'est peut-être un peu large comme question, mais c'est extrêmement variable en fonction des pays dans lesquels on travaille. Les pays qui ont traversé des conflits longs
les fixeurs avec lesquels la presse internationale travaille, parfois ne sont absolument pas des journalistes. La personne avec qui je travaille en Irak, au départ, elle était quelqu'un qui travaille dans l'industrie pétrolière, mais simplement qui parle extrêmement bien anglais, qui est très intelligent, qui a plein de contacts et qui donc va se former comme ça sur le tas avec les journalistes pendant la guerre, et puis qui a du coup acquis des compétences et qui va pouvoir continuer ce travail après la guerre. Simplement, c'est vrai que son point de vue réel n'est vraiment jamais raconté, n'est jamais mis en œuvre. Oui, il est presque un peu caché, en fait, dans les documentaires. Oui, il est noyé, c'est parce qu'on lui demande, en ouais. fait. Et donc, souvent, il est effectivement complètement à l'arrière-main. Et il est aussi, si vous voulez, le biais, quand c'est des journalistes locaux, c'est que les salaires des fixeurs sont extrêmement importants par rapport à marché local. Ouais. Et donc, les bons journalistes qui deviennent fixeurs, ils ne travaillent plus pour les médias locaux. Donc, c'est intéressant, puisque il y a un intérêt économique qui est tellement incroyable que... Donc, c'est toute cette question, en fait, moi, j'aimerais adresser à travers ce projet, cette société de production, et puis de pouvoir travailler cette matière des après-guerres, parce que finalement, les sociétés de production avec lesquelles je collabore, elles ont leur propre identité, et c'est pas à elles de faire rayonner et de travailler ce projet éditorial dans leur maison à elles. Oui, c'est pas du tout elles financent, elles ont leur réseau de distribution, de diffusion, plutôt que distribution, mais pas effectivement de faire rayonner à l'international. Mais Afterword, donc c'est presque j'ai donc marqué projet éditorial ou média, ça pourrait presque être un média en tant que tel. Ça pourrait être presque un média en fonction de comment les choses vont évoluer, parce qu'on a effectivement un site, et l'idée c'est de pouvoir rassembler de la matière et de faire grandir cette matière au fur et à mesure, parce que moi je me suis intéressée à beaucoup d'aspects des après-guerres, et donc effectivement, et ça pourrait, j'espère à terme, être une forme de ressource pour des gens qui s'intéressent à ces questions-là. Et il y a plusieurs personnes dans le projet ou Alors pour l'instant, je suis à l'origine du projet. L'idée, c'est de travailler surtout avec des médias locaux, en fait. Donc d'avoir des partenariats avec des médias locaux, et puis d'avoir des journalistes locaux qui vont réaliser ces formats courts. Ouais. Par rapport au traitement quotidien de la presse écrite notamment, parce qu'on en reçoit pas mal, comment se distingue toi ton approche sur le terrain? Est-ce qu'elle est un peu particulière, comme on arrive après le conflit? Est-ce qu'il y a des choses un petit peu différentes des traitements quotidiens de la presse écrite? Alors, je pense qu'il n'y a pas de différence de nature. La presse écrite et la presse en général est souvent happée. Les ressources sont souvent happées par le news. Ça ne veut pas dire que les journalistes n'ont pas un intérêt à retourner après parce qu'ils poursuivent des sujets au long cours aussi. Mais c'est vrai que souvent, et on le voit en ce moment, toute l'attention va sur le hard news, l'actualité pure, parce que tout d'un coup, donc c'est vrai que moi je viens plus systématiquement après, mais c'est pas forcément une différence de nature, c'est une différence de peut-être plus systématique. Plus systématique. Et justement par rapport, parce que là c'est intéressant, c'est de se dire ce traitement de hard news, c'est ce que les gens veulent, demandent, c'est ce qui marche quelque part. Moi je vois bien le côté nécessaire un peu d'être post-conflit, mais est-ce qu'il y a une demande pour ça? Et là je parle vraiment plus côté peut-être audience, marché, business, tu vois, quelque part, on voit bien que l'attention des gens, elle est sur des images impressionnantes, le conflit, etc. Est-ce que tu sens qu'il y a quand même une demande pour... Moi, je crois beaucoup au fait que il y a, effectivement, c'est une actualité extrêmement violente, extrêmement dure, auquel les gens sont confrontés. Conflit après conflit, en ce moment, on voit, tu vois. Et c'est submergent, mais on apprend des choses. C'est-à-dire quand on passe des mois à entendre parler de la prise de Mossoul ou de l'Ukraine ou de ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, c'est intéressant. Enfin, je pense que les gens se créent des liens imaginaires, en tout cas avec ces situations, et c'est très frappant. Et je suis toujours, quand je parle de ces sujets-là, frappée par le fait qu'ils se disent « mais oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'ils sont devenus ces gens ?» Et on arrive dans des moments qui sont plus apaisés. Et parfois, il y a des histoires tragiques, mais parfois, il y a des histoires de réconciliation et des histoires de résilience, des choses qui peuvent donner de l'espoir aussi. Et je pense que il y a quelque chose qui à mon avis, est très important et peut nourrir aussi beaucoup les gens dans une forme d'espoir aussi. Oui, et on n'attend pas un peu justement les journalistes là-dessus. Tu parlais tout à l'heure d'arriver sur un conflit sans trop connaître.
tu partais sur un conflit où tu n'avais rien étudié, grosso modo, c'était par pur opportunisme parce que tu étais sur place. J'ai l'impression que c'est souvent le cas, on envoie des journalistes sur place. Est-ce qu'il n'y a pas le rôle du journaliste, justement, de se dire, oui, il y a le conflit en ce moment, mais et après, et rapporter ce qui se passe un peu après? Moi, j'estime que c'est mon rôle. Après, chacun a sa place aussi. Et je pense que c'est très, très important que les journalistes partent évidemment couvrir, et raconter le monde avec tout ce que ça a d'immédiat et de violent. C'est pas du tout une critique. Il faut, heureusement qu'on a encore... que c'est possible et que c'est voilà que les gens et encore parce que ça c'est très dangereux pour les gens qui le font. Enfin, je veux dire, c'est magnifique cet engagement-là. Oui. C'est vraiment pas du tout une critique de ma part, mais je pense qu'il y a aussi besoin de venir après et de mettre du sens et de raconter des choses qu'on ne peut pas raconter pendant la guerre parce qu'on ne peut pas les comprendre parce que c'est pas faute d'essayer, mais c'est pas le moment et de pouvoir comprendre ce qui s'est réellement passé pendant le conflit, ce qui a pu le déclencher, ce que deviennent ces gens, ce qui advient après, peut-être ce qui est en train de germer parce que c'est mal géré, la paix se passe pas bien, enfin la paix en tout cas l'après-guerre se passe pas bien et donc peut-être que c'est le moment aussi d'attirer l'attention de la communauté internationale en disant attention, il y en a un ça va recommencer donc ce qui s'est passé au Soudan que tu racontes très bien ce qui s'est passé au Soudan du Sud en suivant l'ONU notamment et la mission gigantesque qui attend. Et en fait, moi, j'en avais pas conscience. Je regardais donc ta vidéo et je me dis, c'est vrai que créer un État quasiment de toutes pièces et mettre en branle toute la machine, c'est compliqué et la tâche est immense et enfin pas impossible, mais en l'occurrence là, ils ont repris les armes. Ça, c'est mal terminé. Oui, notre film commençait avec Riek Machar, le vice-président du Soudan du Sud, qui, tout juste vice-président, puisque l'État venait de se créer, qui disait c'est très dur la paix parce que vous devez délivrer des services aux gens. Alors que faire la guerre, il disait you only have to proceed. Il faut juste continuer. Oui, c'est simple quelque part de faire la guerre. C'est pour des gens qui l'ont fait pendant 25 ans, ce qui était son cas, c'est ce qu'il sait faire. Donc tout d'un coup, se mettre à assurer des services aux gens et la protection d'un État, c'était une tâche qui était absolument presque impossible en fait. Ouais. Et donc, mais c'est passionnant de voir ça et de voir toutes les étapes, effectivement, de ce qui peut empêcher cette transition. C'est cette zone grise, en fait, et compliquée, que moi, je trouve beaucoup plus passionnante. Ouais. Et comment tu sélectionnes les sujets, les conflits, enfin, ou post-conflits, plutôt, que tu veux mettre en lumière, couvrir? C'est très variable, c'est des histoires toujours très longues. Donc, c'est très, très variable. Parfois, c'est par hasard. Le génocide des Herero et des Nama, c'était au cours d'un autre film où on a attiré notre attention on a rencontré des descendants des Nama qui nous ont montré une petite photocopie toute blanchie par la poussière en disant regardez, c'est un fax qu'on a échangé avec les autorités allemandes, on demande le retour des crânes et on l'a absolument pas pris au sérieux en disant ce qu'il raconte, c'est très bizarre. Et puis en effet, on a continué, on a un peu enquêté et ils étaient sur le point effectivement d'obtenir le retour des crânes des autorités allemandes pratiquement un siècle après. Donc tout d'un coup, voilà, ça devient un film. Le documentaire sur Mossoul après la guerre, c'est autre chose, c'est que la guerre avait commencé, pour reprendre Mossoul, et j'y suis allée à l'arrière du front quelques jours, non pas pour couvrir la guerre, mais pour rencontrer les gens de la mairie, en fait, qui essayaient de se dire moi, ce qui m'intéressait dans ce film, c'est comment est-ce qu'on remet une ville en route après un conflit pareil. Ouais. On savait que ça allait être la bataille urbaine la plus monstrueuse depuis Stalingrad, donc c'est comment est-ce qu'on reconstruit, comment est-ce qu'on rattache une ville qui a été séparée comme ça avec cette organisation l'État islamique qui avait vraiment voulu faire État, donc ils ont complètement détaché Mossoul de l'État irakien. Comment est-ce qu'on la remet, comment est-ce qu'on remet en route une ville. Et c'était passionnant parce qu'on voyait, moi j'avais passé 2 jours avec le vice-maire de Mossoul qui suivait les opérations et rue après rue, quartier après quartier, disait voilà, là il y a un point d'eau, là il y a des camions poubelles qui ont été qu'on vient de récupérer, on va les remettre en route, on les reprend, et comment est-ce que petit à petit ils remettaient la main aussi sur des fonctionnaires en disant eux ils ont prêté allégeance à Daesh, donc on ne travaillera plus avec eux, mais en revanche eux peut-être que non, donc on va pouvoir retravailler. Sachant que des fois ça prêtait allégeance pour rester en vie ou pour machin. Plein de raisons, mais après en tout cas c'était et donc ça moi ça c'est ça ça devient un film. Là le film sur lequel je travaille, c'est une envie que j'ai depuis très longtemps parce que j'ai rencontré dans plein d'autres films je l'ai approché dans plein d'autres films sur les disparus de guerre en fait à Mossoul, toutes
les familles ont il y a des personnes, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Voilà. Elles sont pas mortes. Pas les morts, elles sont pas mortes. On ne sait pas ce que ces gens sont devenus. Dans tous les conflits, il y en a. Dans tous les conflits, il y en a. Et c'est l'angle mort pour moi de l'angle mort. Et c'est comme des fantômes. Et pour moi, c'est quelque chose qui presque spirituellement, psychiquement empêche le retour à la paix, parce que tant qu'on n'a pas fait le deuil, tant qu'on n'a pas pu rentrer, il y a quelque chose qui ne peut pas s'écrire à nouveau. Et la particularité de ce sujet, c'est que c'est souvent des hommes qui disparaissent pendant les conflits, souvent des combattants, souvent la plupart du temps des hommes, mais c'est toujours des femmes qui cherchent. Elles cherchent leur mari, elles cherchent leur père, elles cherchent surtout leur fils. Et quand une mère a un fils disparu, c'est jusqu'à sa mort qu'elle va le chercher. Donc c'est une thématique. Arrêter de le chercher, c'est le condamner. C'est dire. C'est déclarer vous-même qu'il est mort. Et ça, une mère le fait pas. Donc, moi, je trouve c'est une thématique magnifique et peut traiter Alors, il y a plein d'histoires qui existent déjà. Je ne suis pas la première à travailler ces sujets, mais je voudrais essayer d'en rendre compte de manière un peu globale, parce que finalement, en Irak, on pense que c'est 250 000 personnes. En Ukraine, c'est déjà 17 000 personnes. Et en Colombie, c'est 120 000 personnes. Encore une fois, c'est pas des morts, c'est des fantômes. C'est des gens, on ne sait pas où ils sont. Et donc là, comment tu penses que ça aide là-dessus? Donc suivre, c'est assez intéressant, par exemple, de suivre à Mossoul, sur la ville ou le Soudan. Là, par exemple, ces histoires-là. Donc c'est juste faire savoir que ça existe pour un éveil des consciences, ou ça aide de manière concrète, ça fait avancer les choses. Parfois, pour ceux que tu... À quoi sert le journalisme? C'est une grande question, mais non, je pense que moi d'abord, c'est des portraits de femmes, des portraits de combat, et je pense que oui, il y a un besoin d'attirer l'attention. Souvent, ce qui est terrible, c'est que c'est beaucoup de monde quand même, mais c'est souvent ces femmes sont souvent des femmes qui sont parfois assez démunies et qui ont beaucoup de mal à se faire entendre, et qui d'ailleurs qui s'unissent. Il y a des organisations en Colombie, il y a beaucoup d'organisations de mères qui se sont créées comme ça pour peser. Mais c'est vrai que c'est important, je pense, de leur donner une voix, de mettre la lumière sur elles pour montrer leur combat. Et peut-être que les États adressent plus cette question comme quelque chose de très important en fait, elle est publique et visible et médiatisée, quoi. En parlant justement de médiatisation, alors là, on passe d'un sujet grave à un sujet moins grave, mais qui est aussi le nerf de la guerre, sans mauvais jeu de mots pour, en tout cas, ce genre de documentaire, c'est le financement. Quelle relation tu as avec les diffuseurs? Parce que t'en parles, c'est quelque chose quand même de très prégnant. C'est des projets longs. Souvent, c'est des projets longs. En France, on a une chance folle, c'est qu'on a un service public qui est très attaqué, qui est toujours souvent mis en question, avec des budgets qui sont souvent très discutés par les pouvoirs publics, mais qui quand même existent, avec des sources de financement et des soutiens publics qui sont quand même... Après, ils sont pas très nombreux, donc c'est très compliqué de les convaincre, et c'est long. Parfois, moi, j'ai souvent mis 2 ans à vendre des films, parce que il faut vraiment... c'est long parce je suis pas la seule à leur vendre des films et qu'il faut arriver à les convaincre. Mais une fois que c'est lancé, c'est quand même des moyens qui permettent de travailler de façon de faire des beaux objets à la fin, de faire des films qui se vendent à l'international avec une distribution. Les producteurs avec lesquels je travaille, les distributeurs permettent à ce que ces films vivent dans 10, 15 pays, parfois plus, sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc c'est autant de publics qui peuvent être touchés par les histoires. C'est extraordinaire. Ouais. Et c'est toi qui gères cette relation justement directement avec les chaînes, les diffuseurs, qui va aller voir si tu vas être au Canada, il faut que tu... Alors ça passe par des distributeurs, mais oui, moi je vais sur des marchés pour effectivement raconter les projets sur lesquels je travaille. Et puis après, moi je travaille avec des coproducteurs, des distributeurs, des gens qui font ce métier incroyable. Mais oui, au départ, il faut aller convaincre une chaîne, en tout cas une première chaîne. Et te suivre depuis un peu le début? Alors, j'ai la chance de travailler pour Arte et France Télévisions, notamment France 5, depuis 15 ans, mais rien n'est acquis, en fait. C'est film après film. C'est projet après projet. Il faut les convaincre, il faut être convaincant, que ça va rentrer dans leur ligne éditoriale, que ça va intéresser un public, qui vont faire de l'audience, parce que c'est quand même que ça répond à... Le service public a quand même, notamment France Télé, ils ont eu, par exemple, avec les enfants de Daesh, cette mission, en tout cas, eux considéraient comme une mission de service public, d'informer après les attentats, après le Bataclan, de continuer à essayer de comprendre, même des années après, ce que c'était que cette organisation de l'État islamique, et de continuer à suivre ces histoires le plus longtemps possible. Donc,
C'est des sujets qui se vendent mieux que, par exemple, la Colombie. Tu vois, je veux pas faire d'un truc glauque, mais tu vois, est-ce qu'il y a des sujets qui se vendent plus facilement où tu sais que ça, ce sera au-delà de l'intérêt de l'histoire, tes coups de cœur perso sur des projets, etc. Des choses qui... C'est toujours compliqué à vendre. Il y a des moments où il y a trop de films sur l'Ukraine parce que tout d'un coup, on s'est tous mis à travailler là-dessus. Donc voilà, ils veulent un peu autre chose. Mais parfois, bon voilà, après c'est long de vendre ces films-là. Voilà, ça c'est vrai. Alors donc ça c'est la diffusion un peu classique. On en parlait tout à l'heure justement que tu avais fait un documentaire avec Florence Martin-Kessler qui allait lancer Live Magazine, et justement je voulais voir avec toi si tu avais ce sujet des enquêtes en ligne. Je t'ai parlé là pendant qu'on préparait le café aussi de Média Vivant qui s'est lancé à Marseille. Est-ce que tu penses que ce genre un peu d'enceinte avec un dialogue, c'est quelque chose qui se prête bien à ton travail? Alors moi, le financement, les sources de financement, et puis vraiment l'impact qu'on peut avoir, ça reste la télévision dans le sens où il y a une audience phénoménale quand même toujours, même si ça change beaucoup. Évidemment que voilà, tout ça est en évolution incroyable, mais ça reste, quand on a 10-15 chaînes, fascinant de pouvoir toucher ce public-là. Après, évidemment, les projections dans des festivals ou des projections qu'on peut organiser permettent un dialogue extraordinaire avec un public pour comprendre comment les gens sont touchés par ça. Parfois, c'est des projections pour 10 personnes, parce que ces 10 personnes, c'est le Quai d'Orsay ou c'est des responsables de l'ONU qui vont pouvoir faire changer les choses ou prendre des décisions parce qu'ils ont sur lequel vous pouvez essayer d'influer, sur lequel donc vous ça, pouvez tu fais des projections comme ça un peu privées pour sur les enfants de Daesh, donc qui racontaient l'histoire de ce que deviennent ces enfants français. Non, moi c'était des enfants irakiens justement. D'accord. Les enfants français, c'est un sujet à part. Il y a beaucoup de gens qui travaillent. Enfin, il y a des gens qui travaillent dessus, qui font un travail extraordinaire. Aujourd'hui, c'est une centaine d'enfants qui sont toujours, notamment dans les camps syriens. C'est un drame incroyable, mais c'est 100 personnes. Ouais. Les enfants irakiens, c'est des dizaines et des dizaines de milliers d'enfants qui sont... Donc c'est un problème... c'est une question, en tout cas, qui est d'ordre de sécurité régionale et qui, à terme, est vraiment quelque chose qui peut être impactant pour la sécurité ou, au contraire, pour un vecteur de paix. Ouais. Et donc, ce film-là, en effet, moi, je suis allée 2 fois à l'ONU, à New York, pour le présenter à des responsables d'agences de l'ONU, à des gens d'Interpol, à des gens voilà, pour leur montrer la réalité, voilà, et surtout avec une approche sensible pour qu'ils entendent ces enfants. Après, évidemment, la décision, enfin voilà, vous avez, pour rester à sa place, mais en tout cas, c'est vrai que des projections peuvent être, voilà, cet impact-là. Moi, je trouve ça absolument fascinant à faire, de pouvoir toucher à la fois beaucoup de gens et puis très peu de gens, mais avec des gens qui vont peut-être pouvoir faire changer quelque chose. Changer les choses. Et là, c'est peut-être une question un peu naïve, mais tu sors un peu de ton rôle juste de productrice d'un documentaire. On pourrait imaginer, tu le fais financer, il passe à la télé, mais aller se battre, parce que j'imagine qu'ils t'accordent pas un rendez-vous pour faire une projection privée comme ça, en claquant des doigts. C'est vraiment une conviction que ton travail ait un impact et que ça change les choses. Tu vois, j'imagine que toutes les maisons de production ne font pas ça. Alors non, pas forcément. Il y en a qui essayent, en fonction des convictions des uns et des autres sur les sujets. Après, il y a des films qui s'y prêtent pas du tout. Parce que, si vous voulez, un film que j'avais fait qui s'appelait Bienvenue au Réfugistan, où on allait dans des camps de réfugiés et on montrait le travail du HCR, du Haut Commissariat pour les réfugiés, donc de cette agence onusienne qui gère les camps, et on montrait ce côté un peu absurde de cette espèce d'encampement mondial comme ça. C'est un film qui montre à quel point le monde est compliqué, à quel point les bonnes intentions parfois donnent lieu à des choses mortifères ou en tout cas contre-productives et terribles pour les gens. Et ça, c'est absolument pas en un claquement de doigts et en décision politique que ça peut changer. C'est vraiment quelque chose de très, très complexe à faire évoluer. Donc, le côté impact, parfois, peut être, parfois, c'est pas du tout adapté. Ouais, c'est vraiment le sujet, en fonction du sujet. En parlant justement un peu du rôle que tu peux avoir, on a dans l'actualité angoisse, on le sait, on en parle nous souvent parce que sur les réseaux sociaux, et c'est malheureusement il y a de moins en moins de news parce que c'est anxiogène, et on voit dans toutes les études que les gens commencent à se désintéresser de l'actualité, ça angoisse, ça paralyse, on parle de la fatigue informationnelle. Toi, donc forcément, ton parcours très inspiré par l'actualité, les conflits, est-ce que
t'as ça en tête, que les gens ne veulent plus voir de news parce qu'il y en a trop, parce que c'est anxiogène, etc. Ça te parle? Ah bah évidemment, c'est au cœur de nos interrogations à tous. Je pense qu'on est tous... Enfin, ça remet évidemment complètement en question, en cause. Voilà, qu'est-ce que... Après, est-ce que c'est la pratique journalistique qui est problématique ou est-ce que le monde tel qu'il est? Et ça, est-ce qu'on peut y faire quelque chose, nous? Je comprends très bien, moi, qu'on n'ait pas du tout envie d'entendre ces sujets-là. Parfois, malheureusement, l'actualité vous rattrape quand il y a des attentats, quand tout d'un coup, elle fait irruption dans votre quotidien, que vous le vouliez ou non. Je pense qu'en allant justement après le conflit et après le hard news, c'est s'offrir aussi une possibilité à tête reposée, d'essayer de comprendre des choses dont on a pu entendre parler, qui a pu vous angoisser terriblement parce que c'est complètement incontrôlable et tellement violent et sidérant, et voilà, de pouvoir venir après, d'offrir justement des clés d'analyse et de permettre de mettre un peu de sens. Et parfois être apaisé, mais en tout cas moins dans la violence de l'image ou de... Voilà, qui est extrêmement. Enfin là, c'est vrai qu'en ce moment, les images qui nous arrivent sont une espèce d'orgie de violence. C'est difficilement. Je comprends que les gens veulent se protéger de ça. Je peux imaginer pourquoi. Mais voilà, c'est là. Donc il y a aussi, je pense qu'il faut continuer à offrir des clés. Après, les gens s'offrent, les s'en saisissent ou pas. Je suis par ailleurs impliquée dans l'association Albert Londres, où on va beaucoup dans les lycées pour faire de l'éducation aux médias. On s'implique énormément en allant à la rencontre des lycéens, en construisant justement cette éducation aux médias, en tout cas l'implication de journalistes dans des lycées. Là, on va intervenir pendant 2 ans dans un lycée à Nanterre. On va faire partager avec des lycéens de l'Académie de Limoges, de l'Académie de Lille et de Versailles notre sélection jusqu'au prix qui sera remis en novembre. Et voilà, l'idée, c'est d'aller à la rencontre et d'expliquer ce qu'on fait et sans terrifier les élèves, mais en offrant des parcours et des clés pour comprendre ce qui se passe autour des gens. C'est important. Merci beaucoup. Anne, la dernière question, peut-être plus légère. Est-ce que tu as un truc cool à nous partager? Cool à vous partager. Écoutez, je reviens de Colombie, donc pour ce film Ghost of War sur les fantômes. Et moi, j'ai été très, très frappée, on va y retourner pour le film, mais par ce moment que vit la Colombie, qui a donc signé un accord de paix, qui est en 2016. Alors, accord de paix qui coexiste avec des conflits qui continuent malheureusement à se dérouler en Colombie, mais il y a tout ce travail de justice et de réconciliation qui est assez extraordinaire à observer. Tous les jours, toutes les semaines, il y a des audiences à la JEP, à Bogota et ailleurs dans le pays, où des anciens bourreaux viennent face aux victimes pour dire ce qui s'est passé, avec des peines aménagées du coup, et cette justice restaurative, j'avoue que moi je trouve ça extraordinairement bouleversant et beau, parce que c'est quand même ça qui permet d'apaiser les gens et de construire une nouvelle histoire. Et c'est fait sur place ensemble. En plus. Et c'est sur place, alors c'est imparfait, il y a par exemple, ils retrouvent des gens, mais il y en a peut-être 3 par mois pour la JEP, il y a 120 000 disparus, donc évidemment que c'est pas grand-chose, mais pour des femmes qu'on a rencontrées, il y a quelque chose qui s'apaise, et c'est assez extraordinaire à voir. Bon, écoute, merci beaucoup Anne pour ce témoignage, bravo pour ce projet After War et cette merci de votre intérêt. Et non, mais je t'en prie, pour cet éclairage différent. On mettra des liens vers, non seulement t'as ta leçon inaugurale de Sciences Po, qui est quand même une belle masterclass, bravo, et puis vers After War, et puis on suivra ça, dès qu'il y a des choses intéressantes, ou publiques, ou sur du replay vers tes documentaires, on mettra un lien. Merci beaucoup. Merci. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode, et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.